Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo cybersécurité. On va voir ce qu'est les honeypots et comment on peut les utiliser à notre avantage pour arriver à améliorer la sécurité de notre entreprise. Avant tout ça, je vous invite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert et il vous permettra de bien débuter en cybersécurité. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de comprendre ce qu'est un honeypot. Un honeypot, c'est un service ou un système qu'on va mettre à disposition d'un attaquant pour qu'il puisse aller tenter des intrusions dessus, pour qu'on puisse comprendre et ainsi pouvoir améliorer nos sécurités pour voir un petit peu les nouvelles tendances qui s'en dégagent. Bien sûr, c'est un système qui est exprès vulnérable et justement, là, vous allez voir qu'il existe différents types de honeypots. Alors, on va avoir trois niveaux en fait de honeypot. Le premier qu'on va appeler le low interaction. En général, on va mettre à disposition un service ou un port pour qu'un attaquant puisse venir tenter d'accéder dessus. Par exemple, ça peut être du telnet, ça peut être du HTTP, mais l'idée c'est qu'on ait vraiment très peu d'interaction avec, que l'attaquant ne puisse pas faire grand chose. Souvent, on va plutôt l'utiliser pour pouvoir récupérer tout ce qui est connexion au niveau du réseau et de voir les IP de provenance et de voir si ça vient de certains pays ou non, et potentiellement des payloads qui pourraient être injectés. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le médium interaction. Donc là, l'objectif, en fait, ça va être de répliquer un système, un OS, sur lequel l'attaquant va pouvoir aller et il n'est pas forcément vulnérable. Donc il va pouvoir essayer de tenter des choses. On va voir un peu ce qu'il va essayer de commencer à modifier. Et donc là, ça permet de rentrer plus en profondeur. Il y a beaucoup plus d'interactions. Et après, on va appeler ce qu'on appelle le high interaction. Et là, l'objectif, ça va être en fait de faire tourner des logiciels qui vont être vulnérables sur un système qui est vulnérable pour que l'attaquant puisse rentrer en profondeur, qu'il fasse des chaînes d'exploitation, qu'on puisse comprendre exactement comment il fait ces chaînes d'exploitation, quel logiciel il utilise et comment justement il va arriver à s'introduire dans telle ou telle application. Souvent, quand vous avez une nouvelle CVE qui est découverte sur Internet, vous avez des logiciels automatisés qui vont essayer de l'exploiter. Là, c'est un petit peu l'objectif. Vous allez prendre le logiciel qui est vulnérable, vous allez l'exposer sur Internet et l'idée c'est que les personnes vont pouvoir venir l'attaquer. Et enfin, il existe un dernier type de honeypot qu'on va appeler les purs honeypots. L'objectif cette fois-ci, ça va être de prendre votre système de production, de le mettre dans un environnement que les personnes vont pouvoir attaquer et à partir de là, dès qu'ils vont découvrir une vulnérabilité, vous allez pouvoir corriger votre système de production. Parce qu'en fait, ils attaquent un faux système de production où vous pouvez complètement changer toutes les données. Par exemple, si vous avez un site internet de e-commerce, vous allez créer un deuxième site internet de e-commerce avec exactement le même mode de fonctionnement, sauf qu'en fait, les données clients, elles vont être complètement bidonnées. Et ce qui fait que si un attaquant arrive à atteindre la base de données, vous pourrez comprendre comment il a fait, vous pourrez corriger ça sur votre site officiel, et au moins l'attaquant, il n'aura que des données qui sont bidons, il ne pourra rien en faire en fait directement. Ça, ce sont les 4 grands types de honeypot qu'on va pouvoir retrouver. Un honeypot en français, c'est ni plus ni moins que le terme pot de miel. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, quand il y avait le botnet Mirai qui compromettait l'ensemble des objets connectés, pendant une conférence, OVH a mis en place un honeypot et en moins de 10 minutes, il était compromis. Parce que certaines plages IP sont scannées en permanence et si vous laissez des mots de passe par défaut avec des ports par défaut, il y a de fortes probabilités pour que ça soit compromis. Et en 10 minutes, on pouvait voir l'attaquant qui s'était introduit sur cet objet connecté de manière automatisée et qui déployait Mirai. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à comprendre justement comment les attaques peuvent fonctionner. Après, il existe 2 grands types de honeypots. Une fois qu'on a ces 4 catégories, on a les honeypots de recherche. Donc ici, ce sont des honeypots qu'on va déployer dans des environnements qui sont complètement détachés de notre société pour comprendre justement les nouvelles tendances, les nouvelles attaques. Et après, on va avoir les honeypots de production, où on va les mettre au sein de notre réseau pour voir justement s'il n'y a pas des attaques en interne. On va reprendre le schéma du début qui est assez bien fait de ce côté-là. Vous voyez, ici, vous avez votre réseau interne, vous avez vos serveurs, et là, vous avez une DMZ. Si le mot DMZ ne vous parle pas, je vous invite à revoir ma vidéo sur le sujet. Et là, par exemple, on pourrait mettre un honeypot dans la DMZ pour voir un petit peu comment les attaquants arrivent à passer et ce qu'ils arrivent à faire. Et potentiellement, si vous n'avez pas du trafic interne qui peut être malveillant, qui irait taper dans le honeypot, c'est ni plus ni moins, en fonction de la qualité du honeypot,
un service ou un système qui va être répliqué. Là, parmi tous vos serveurs qui sont dans la DMZ, bah, vous pouvez en mettre un complémentaire. Si par exemple vous avez un site web, vous pouvez mettre un autre site web présent dessus. Et si l'attaquant il est en interne, il va essayer de compromettre un maximum de serveurs. Et donc potentiellement, vous pourrez voir qu'il y a des attaques en interne et quelles sont les techniques qu'il va utiliser. Et après, vous pouvez en mettre un ici, au-dessus de votre pare-feu. Donc vraiment exposition Internet. Donc là, en général, ce qu'on va appeler des honeypots de recherche. Et ici, vous pourrez voir un petit peu ce que les attaquants font sur Internet de manière beaucoup plus générale. Pas forcément lié, vous, à votre service ou à votre réseau. Lorsqu'on a des honeypots, on va en avoir qui vont être plus ou moins spécialisés. Il existe 6 grandes catégories. On va avoir ceux qui sont spécialisés pour la partie malware. Cette partie malware, c'est de comprendre comment les malwares peuvent être exécutés et ce qu'ils vont exactement faire sur le système. Ça se rapproche un peu des sandbox, sauf qu'aujourd'hui, les sandbox sont souvent détectés par les malwares de bonne qualité. Alors que là, vous avez un système qui est complètement vulnérable sur lequel le malware peut se déployer et donc vous allez essayer de mieux maîtriser les méthodes de cryptographie, par exemple, utilisées ou voir s'il n'y a pas un défaut dans la conception du malware. Vous avez également des honeypots de type base de données. C'est-à-dire que vous allez mettre à disposition une base de données qui va être vulnérable sur Internet. Et là, vous allez voir par exemple des types d'injections SQL à travers les sites web qui vont venir requêter sur ces bases de données et voir quels sont les types d'injections que les personnes vont pouvoir faire. Quels sont les accès? Est-ce qu'ils essaient d'accéder à des fichiers via la base de données en fonction des droits? Est-ce qu'ils font de l'écriture? Est-ce qu'ils font de la suppression? Est-ce qu'ils font de la modification de données? Vous voyez, c'est très important de comprendre tout ça. On peut avoir également la possibilité de mettre des emails disposés un peu sur Internet et voir comment ils sont utilisés. Est-ce qu'on reçoit des pourriels? Est-ce qu'on reçoit des phishing, du spear phishing? Comprendre justement ces nouveaux modèles d'attaque. Le spam honeypot, c'est à peu près la même chose, mais cette fois-ci, on va ouvrir en fait un relais email et on va voir ce qui va passer à travers ce relais email. Aujourd'hui, il y en a plein qui sont accessibles sur Internet, des relais email, et qui ne sont pas protégés par des mots de passe, qui sont utilisés par des scammers pour envoyer un grand nombre d'emails malveillants. Et donc là, c'est voir les dernières technologies des scammers, voir comment ils l'utilisent, voir ce qu'ils font transiter dessus. Ça vous permettra de mieux protéger votre organisation. Par exemple, pendant les périodes d'été, souvent il y a beaucoup de choses autour des voyages, où les personnes vont faire des faux billets d'avion. Si on veut regarder des choses qui sont un peu plus techniques, on va avoir les spider honeypots. Les spider honeypots, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de faux site web. On va avoir les bots qui vont venir crawler, qui vont essayer de trouver des pages qui seraient cachées. Et donc là, c'est comprendre quelles pages sont cherchées et voir comment vous pouvez vous protéger, soit en changeant le nom des pages, soit en mettant des bloqueurs de requêtes, soit en mettant des pare-feux applicatifs. Vous voyez, l'idée, c'est de comprendre vraiment les dernières technologies et comprendre comment un attaquant est capable de faire ça. Et après, vous avez les honeynet, qui sont ni plus ni moins que des réseaux en fait de honeypots pour essayer de reproduire au maximum un schéma d'entreprise et voir comment un attaquant va se comporter à l'intérieur. De plus en plus de ransomware sur les dernières technologies, on l'a vu dans l'évolution, utilisent des techniques qui sont utilisées par les pentesters pour se déployer, où ils vont aller compromettre l'Active Directory en priorité avec tout un tas d'outils, et après ils vont se propager sur l'ensemble du réseau. Et bien ça, on est capable de le comprendre et de pouvoir identifier les actions qui sont réalisées grâce à des honeypots, parce que justement ça permet de virtualiser une infrastructure complète où il n'y a aucun risque, en tout cas pour vous en tant que société. Alors il existe, comme je vous disais, plein de logiciels pour arriver à émuler, on va dire, ces honeypots. Bien sûr, quand vous le faites, je vous invite à le faire sur une machine virtuelle et à éviter de le faire sur un système qui potentiellement pourrait être critique. Parce que si l'attaquant, pour une raison X ou Y, il arrive à sortir du honeypot, ça peut arriver, un peu comme une jail en informatique, bah potentiellement, il pourrait compromettre vos données de production et là, ça serait vraiment très embêtant. Il existe des honeypots sur certains services. Comme je disais, c'est ce qu'on appelle les low interaction honeypot, où on va émuler uniquement un service. Ça peut être par exemple du SSH, avec un service qui va être écrit en Python. Ça peut être avec Corite, vous voyez. Après, tous les outils qui sont listés ici ne sont plus forcément trop à jour. Donc il ne faut pas hésiter à aller en chercher sur Internet. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on installe un honeypot sur Windows et sur Linux. Ici, vous en avez sur du HTTP. On va récupérer toutes les requêtes HTTP qui peuvent être faites. Par exemple, pour tout ce qui est injection SQL. On peut en avoir sur du Node.js, qui est une techno qui est un peu plus récente.
Le Google Hack Honeypot, il est assez ancien, donc je ne vous recommanderais pas forcément de l'utiliser. Après, vous en avez pour la partie WordPress. Vous pouvez installer un WordPress avec tout un tas de plugins vulnérables. Vous pouvez faire votre propre honeypot, mais il y en a qui sont déjà implémentés. Le problème des outils qui sont déjà créés, c'est que potentiellement, les bots sont capables de scanner et de savoir que c'est un honeypot. Si vous faites votre propre honeypot, personne ne sait que c'est un honeypot. Tout le monde pense que c'est un système qui est vulnérable. Vous en avez, comme je disais, sur la partie base de données. L'idée, ça va être de voir un petit peu ce qui est fait à travers les différentes bases de données, différents types d'injections. On en a pour la partie email, on en a également pour la partie IoT dont je vous parlais au préalable. Vous voyez, et après, on va en avoir pour différents systèmes. Que ce soit du FTP, que ce soit du NTP, on en a globalement pour à peu près tous les services. Donc maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, ce que c'est un honeypot, je vous invite vraiment à essayer d'en mettre un, de l'attaquer, de voir un petit peu comment ça marche, de pouvoir récupérer les logs. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!